Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans les coulisses de la recherche clinique, deuxième édition de la recherche clinique organisée par Gustave Roussy. Je préviens tous nos auditeurs que ce webinaire est enregistré de manière à transmettre un lien de replay à toutes les personnes qui souhaiteraient y assister. Donc merci à tous, vous êtes nombreux à vous être connectés. Ce webinaire est donc la deuxième édition que Gustave Roussy organise autour de la recherche clinique. La date du 20 mai n'a pas été choisie par hasard. Souvent méconnue du grand public, la recherche clinique a été mise sur le devant de la scène pendant la pandémie de la crise Covid. Et Gustave Roussy est un acteur majeur de la recherche clinique nationale et internationale et s'appuie sur ce contexte historique de la date du 20 mai qui a été la date anniversaire de la première étude clinique jamais menée, faite par un Écossais, un médecin écossais en 1747. Et le professeur Bess reviendra peut-être là-dessus. Et c'était le premier essai clinique autour du scorbut sur un navire anglais. Aujourd'hui, dans les coulisses de la recherche clinique, nous avons choisi de mettre un accent sur deux thématiques dont nous verrons des images. La première est l'information et le consentement, qui est un véritable passeport à l'entrée dans une étude clinique. Et dans un deuxième temps, nous vous montrerons quel est le parcours d'une biopsie et les informations clés qu'elle délivre dans le parcours et le traitement d'un patient. Donc, nous avons autour de la table d'éminents spécialistes de Gustave Roussy que je vais vous présenter. D'abord, la professeure Caroline Robert, chef du service d'oncodermatologie. La professeure Caroline Robert est reconnue mondialement pour le déploiement d'immunothérapies qui ont révolutionné la prise en charge des mélanomes métastatiques. Nous la verrons en interaction avec un patient sur la question du consentement. Bonjour Caroline Robert. Bonjour. Ensuite, nous avons le docteur Johan Loriot qui est connecté, qui visiblement n'a pas mis sa caméra, mais il est avec nous, qui est chef adjoint de notre département de référence sur les innovations thérapeutiques, qui met en place des essais cliniques de phase précoce pour permettre un accès aux molécules les plus innovantes en recherche clinique. Bonjour, docteur Loriot. Il est là, mais il n'a pas mis son micro. Et nous avons aussi avec nous le docteur Lambros Tselikas, radiologue interventionnel, qui évolue sur le plus important plateau technique de cancérologie interventionnelle et pratique, entre autres choses, des biopsies dont il vous parlera en seconde partie de ce webinaire. Bonjour, docteur Tselikas. Bonjour Karine, bonjour à tous. Et Luc Friboulet, docteur en sciences, chercheur, chef d'équipe à Gustave Roussy, qui fouille tous les secrets de la cellule cancéreuse pour mieux comprendre son fonctionnement, comprendre les résistances au traitement et identifier de nouvelles voies thérapeutiques. Bonjour Luc Friboulet. Bonjour à tous. Et pour finir, le professeur Benjamin Bess, directeur de la recherche clinique à Gustave Roussy. Bonjour professeur, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce qu'est la recherche clinique, à quoi elle sert et quels en sont les enjeux en cancérologie? Bonjour Perrine, bonjour à tous. La recherche clinique, ce sont les essais thérapeutiques qui engagent l'homme. C'est ce qui nous permet de tester soit nos nouveaux médicaments et les amener jusqu'à l'obtention d'une mise sur le marché, mais c'est aussi ce qui nous permet de tester nos stratégies thérapeutiques. Quand on a plusieurs médicaments utilisables, eh bien on peut par exemple regarder quelle est la meilleure séquence pour faire aboutir un médicament jusqu'à sa mise sur le marché. Il y a plusieurs étapes. On appelle ça les phases des essais thérapeutiques. La phase 1 est la première administration chez l'homme ou son administration combinée à un autre agent. Et on va déterminer la meilleure dose, la plus efficace et la moins toxique pour le patient. Et puis ensuite, en phase 2, on aura en général des cohortes d'une centaine de patients qui vont être traités avec la même maladie au même moment de la maladie par un traitement. Alors, ça peut être un médicament, mais ça peut bien sûr être autre chose, comme une irradiation, par exemple, et regarder quel est l'effet sur la population de patients. Et si l'effet est significatif, la phase 3 va permettre de comparer ce traitement au standard référencé, ou alors, s'il n'y a pas de standard, à un placebo. La recherche clinique est extrêmement encadrée, c'est la loi Hurier depuis 1988. On ne peut pas faire un essai thérapeutique comme ça. L'écriture du protocole est très rigoureuse et elle est soumise à deux autorités. L'ANSM, qui est l'autorité nationale qui évalue le médicament et les essais thérapeutiques, et puis les comités de protection des personnes qui vont vérifier, par exemple, que la note d'information est bien lisible, bien compréhensible et reflète bien ce qui est dans le protocole. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui pris comme thème le consentement. C'est un moment clé
et qui peut être un peu déroutant pour le patient parce que c'est des documents qui peuvent faire plus de 30 pages. On a un peu l'impression d'être chez le notaire, il faut signer toutes les pages. Et on voulait revenir sur ce moment important qui est là pour garantir que le patient est d'accord pour rentrer dans l'essai thérapeutique et qu'il a toutes les clés pour y rentrer. Et puis, de plus en plus d'essais nous demandent de rebiopsier le patient parce que pour bien comprendre comment fonctionne le médicament, il faut avoir une image la plus claire possible de la tumeur et de sa biologie avant de commencer le traitement. Et même parfois, les biopsies sont faites pendant le traitement. Et ces biopsies, il faut un peu les dédramatiser. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de revenir sur ce qu'est cette biopsie, comment elle est faite et les effets secondaires qu'elle peut avoir. Merci beaucoup, professeur Besse. Nous allons maintenant regarder une petite vidéo en images. Juste pour votre information, il vous est possible à tout moment de poser des questions en bas de votre écran sur l'icône questions-réponses QR. On vous y répondra soit par écrit, l'un de nos experts pourra vous répondre, ou éventuellement poser vos questions à l'oral en fonction de leur sujet et de l'actualité de notre webinaire. Donc, merci beaucoup. Nous allons lancer cette vidéo. Donc, Madame Salmon, on se voit maintenant pour la suite du traitement après l'intervention. Donc, vous vous rappelez, on avait parlé de peut-être vous proposer d'être incluse dans un essai clinique. Oui. Donc, dans cet essai clinique, il y a une partie des patients qui vont recevoir le traitement standard et une autre partie des patients qui vont recevoir un traitement qui peut-être sera meilleur. Ni vous, ni moi ne pouvons choisir quel traitement vous allez recevoir. Ah bon? Je n'ai pas le choix? Non, vous n'avez pas le choix. C'est le propre de l'essai clinique, c'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir à la fin un résultat qui est fiable, on ne peut pas choisir. Vous pouvez peut-être vous demander quel intérêt j'ai à rentrer dans un essai clinique. Bah oui, C'est la si question. on n'est pas sûr, ça m'inquiète un peu. Je comprends que ça vous inquiète. Un médicament ne peut pas être sur le marché s'il n'a pas été testé auparavant chez des patients. Et c'est par des essais cliniques qu'on prouve l'efficacité des médicaments. On vous informe, on vous propose cela et surtout, on ne vous oblige pas. Et on ne propose un essai clinique que si on considère qu'il n'y a pas de perte de chance pour le patient. On espère que le traitement nouveau va être meilleur, mais en tout cas, on ne considère pas qu'il y a un risque qui soit moins bon. C'est au moins aussi efficace, c'est ça? C'est au moins aussi efficace. Ah, Les effets secondaires, on sait à peu près parce que ces médicaments, ils ont été déjà testés dans des essais plus précoces. Ce n'est pas la première fois qu'on le donne à des patients. Donc on a une idée. Et donc dans ce consentement que je vais vous demander de lire attentivement, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux à lire, mais c'est important que vous le lisiez. Vous allez voir qu'il y a une liste d'effets secondaires. C'est écrit dans un langage un peu juridique, avec tout ce qui peut arriver. Alors ce qui est important, c'est de regarder la fréquence, c'est-à-dire qu'il y a des effets secondaires qui arrivent très fréquemment et il y en a d'autres qui arrivent très rarement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est vraiment là aussi, on est là et on est joignable à tout moment pour que si jamais vous avez un effet secondaire, on puisse être contacté. c'est une sacrée responsabilité que vous me donnez du coup. Mais ça peut aussi donner l'espoir d'avoir un médicament qui est plus efficace. On peut arrêter éventuellement si ça marche pas? Ça, c'est très important. Vous pouvez arrêter pour plusieurs raisons. Soit parce que vous voulez sortir de l'essai, et ça, c'est une raison qui peut être tout à fait personnelle à vous, et vous pouvez sortir de l'essai quand vous voulez. Vous pouvez signer le consentement de l'essai et 3 jours après me dire en fait j'ai pas envie de rentrer dans cet essai, ou vous pouvez sortir à tout moment. Deuxièmement, si nous on considère du côté médical que le médicament qu'on vous donne trop d'effets secondaires, on va vous proposer de sortir de l'essai. Si on fait des scanners et qu'on voit que ce n'est pas efficace ou qu'il y a une rechute, on va vous proposer de sortir de l'essai. Bien sûr, on ne va pas s'accrocher à un essai clinique si on pense que ce n'est pas un bénéfice pour vous. Donc c'est une chance, vous avez l'air de dire, de participer à un... Alors, moi, je pense sincèrement que oui. Là, je vous réponds très personnellement. Si je travaille ici, c'est pour une raison bien particulière, c'est qu'ici, on peut faire de la recherche clinique. Non, bah écoutez, je vais lire le document et puis je vais réfléchir. Oui. Et... Alors, soit vous le prenez chez vous tranquillement, vous regardez avec votre conjoint et après, on en rediscute. Vous pouvez en parler avec votre docteur traitant aussi ou avec qui vous voulez. Vous pouvez aussi le lire dans la salle d'attente et revenir après et on peut le signer. Ce qui est important,
c'est que vous sachiez que tant qu'on n'a pas signé ça, on ne peut pas commencer aucune procédure de rentrée dans l'essai. D'ailleurs, vous allez peut-être signer ce consentement après l'avoir lu, mais ce n'est pas sûr que je pourrais vous proposer de rentrer dans cet essai. Il va falloir qu'on fasse des prises de sang, il va falloir qu'on fasse un scanner et il va falloir qu'on vérifie, qu'on coche, si vous voulez, tous les critères pour dire oui et n'a pas de contre-indication. Et c'est vrai que parfois les patients sont déçus parce qu'une fois qu'ils sont décidés à rentrer dans un essai, s'ils ne peuvent pas rentrer, ça peut être décevant. Ok. Bon, super, merci pour tous ces renseignements et du temps que vous avez passé. Bah, c'est normal. Voilà, donc vous avez tous, j'espère, pu observer, écouter attentivement cette vidéo qui traite d'un sujet très important, qui peut paraître en effet fastidieux, avec ce document très long. Professeur Bess, est-ce que vous voulez apporter un commentaire? Est-ce que vous avez vécu des situations qui, selon vous, mériteraient d'être éclaircies dans le cadre de ce webinaire sur cette question du consentement? Non, c'est une relation de confiance et comme le montre bien la vidéo, si on propose un essai, c'est parce qu'on pense qu'il va y avoir du mieux en proposant l'essai. Donc, ça part toujours d'un sentiment positif et dans la relation de confiance avec le patient, les choses se font en général très simplement. Je voulais demander à Caroline, parce que vous avez beaucoup montré le document écrit qui est très long, mais il y a des patients qui ne peuvent pas lire, il y a des enfants aussi qui ne sont pas en âge de signer. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, dans ces cas-là, c'est toujours bien d'avoir deux personnes, d'avoir un accompagnant, déjà, de toute façon, je pense même en dehors du consentement. Mais dans ces cas-là, on explique, on lit nous-mêmes et on explique au fur et à mesure. Donc là, c'est important non seulement de lire, mais aussi de temps en temps de tester, entre guillemets, de voir si ce qu'on dit est bien compris, bien reçu. Parce que quelquefois, les gens n'osent pas dire qu'ils ne comprennent pas et c'est pas forcément toujours un vocabulaire très facile à comprendre. Donc, c'est extrêmement important d'être sûr que les patients aient bien entendu. Et aussi, là, je voulais dire que là, on a montré un cas où ça se passe bien. La patiente pose des questions, mais elle est plutôt, on sent qu'elle est plutôt partante et quelquefois, les gens sont récalcitrants. Quelquefois, ils nous disent « mais attendez, là, je suis un cobaye ». Tu as parlé des cas où on proposait un placebo et c'est important de leur expliquer qu'on ne va pas s'amuser à leur donner quelque chose qui ne marche pas dans une situation où ça pourrait être délétère, hein, que si on donne un placebo, c'est qu'il n'y a pas de traitement de référence, ou quelquefois on donne un placebo qui remplace un médicament dans une association. Donc ça, c'est important parce que ce n'est pas très bien connu dans le public. Quelquefois, ils disent « oh là, on va me proposer un placebo, je risque d'avoir un truc qui ne marche pas ». C'est vraiment important d'expliquer qu'on fait un essai clinique pour essayer d'optimiser les choses, mais qu'il n'y a aucune raison de penser que ça va être pire, sauf si effectivement, après, l'essai clinique prouve que ce médicament apporte un bénéfice, mais aujourd'hui, on ne le sait pas et c'est la façon de le prouver. Quand on est dans un essai, est-ce qu'on est suivi pareil? Est-ce que c'est un suivi standard ou est-ce qu'on est plus suivi? Est-ce qu'il y a plus d'examens? Est-ce que c'est plus contraignant? Et combien de temps ça dure? Ouais, ça, c'est aussi une question que, bien sûr, les patients posent. Alors déjà, la durée, nous, en cancérologie, souvent, à part des cancers avec des programmes de traitement bien précis, en tout cas, nous, on ne sait jamais combien de temps ça dure, que ce soit dans un essai ou hors essai. Enfin, quelquefois, il y a des essais où on sait qu'on pourra donner le médicament pendant 1 ou 2 ans, mais la plupart du temps, on ne sait pas trop et ça va être en fonction de la réponse au traitement. Donc, il y a cette incertitude qu'il faut que le patient arrive à gérer. Ce n'est pas facile. Je pense que ce qui est très important, c'est de dire que c'est vraiment, moi, je le dis tout le temps, on est toujours là et on sera toujours là pour discuter. Et si vous posez des questions, on sera là, qui se sentent accompagnés. Quant à la question de savoir s'ils seront mieux traités ou moins bien traités, parce qu'ils vont se dire c'est rigide, alors si jamais il faut arrêter, on ne va pas me faire arrêter parce que je suis dans un essai. Là, je crois qu'on l'a bien montré, quand on considère qu'il faut arrêter, ben, on arrête. Et l'essai clinique, c'est secondaire, c'est l'intérêt du patient qui prime, bien sûr. Et on n'est pas mieux traité, mais on est quand même traité avec plus de contraintes. Et ça dépend beaucoup des patients. Il y a des patients qui se sentent rassurés quand ils vont venir plus souvent, quand ils vont être plus en contact avec nous. Mais nous, il arrive que le patient puisse rentrer dans un essai ou avoir le choix aussi d'avoir un traitement standard. Et c'est vraiment important de dire, voilà, si vous préférez avoir plus de liberté,
ce ne sera peut-être pas intéressant pour vous un essai clinique parce que même si on essaye d'avoir de la souplesse dans les essais cliniques, on donne une fenêtre de quelques jours. Si on ne peut pas venir vraiment le jour de l'essai ou faire le scanner le jour précis, on a une petite fenêtre, mais elle n'est pas très grande. Et donc, pour quelqu'un qui a envie d'avoir une vie très libre, de voyager et de ne pas être embêté avec son emploi du temps, ça va être important. Mais il y a des gens qui aiment ça, qui aiment se sentir très, très encadrés. Et donc, c'est vraiment à évaluer avec chaque patient. Et le patient sort d'un essai, soit il l'a choisi, soit le traitement n'a pas fonctionné, ou il a fonctionné puis il ne fonctionne plus. Est-ce que c'est un essai pour un patient? Enfin, est-ce qu'il a le droit à un essai et c'est tout? Ah ben non, ça dépend complètement de la situation. On a des patients qui sont rentrés dans un essai clinique, l'essai n'a pas apporté le bénéfice ou alors il y a eu un effet secondaire qui a fait qu'il a dû sortir de l'essai et on peut parfois lui proposer un autre essai clinique avec un autre médicament. Non, il n'y a pas... Après, tout dépend des critères de sélection des essais cliniques. On a des essais qui sont dits en première ligne. Ça veut dire premier traitement. Donc, évidemment, un patient qui a déjà eu un traitement, dans le cadre d'un essai ou hors essai, ne pourra pas prétendre à être inclus dans celui-là. Mais on a heureusement des essais cliniques, et ça, je pense que Johan pourra nous en parler, notamment quand on teste des très, très nouvelles molécules. Les patients ont eu déjà leur traitement standard, voire les premiers essais qui sont dans leur catégorie de cancer. Et après, si on n'a plus rien qui marche, on est très content et les patients en général sont très enthousiastes à l'idée d'essayer une nouvelle molécule. Et à ce moment-là, on peut les proposer à des patients qui ont résisté à d'autres traitements. Et avant de donner la parole à Johan, il y a une question, c'est que quand on rentre dans un essai, finalement, les données du patient sont rentrées sur, on va dire, simplement sur un ordinateur, vont être communiquées parce qu'il faut évaluer l'efficacité. Comment ça se passe? Est-ce que les données sont confidentielles? Et est-ce qu'on est payé? Est-ce que c'est payant pour le patient ou est-ce qu'il reçoit de l'argent ou est-ce que le docteur reçoit de l'argent? Ça, c'est important. Je n'ai jamais eu de patients qui m'ont demandé s'ils étaient payés. Donc, les patients ne sont pas payés. Les médecins ne sont pas payés personnellement, mais le sponsor de l'essai, c'est-à-dire souvent, c'est des grandes industries pharmaceutiques ou parfois sont des essais académiques, ils vont devoir payer pour la prise en charge du patient, pour le médicament, pour les examens cliniques, pour les déplacements des patients. Ce n'est pas la sécurité sociale qui finance l'essai clinique. Donc ça, c'est important, mais nous, à titre personnel, on ne touche pas d'argent quand on inclut un patient dans un essai clinique. Et les données, elles sont communiquées? Alors, les données sont anonymisées. C'est important aussi, on ne l'a pas dit et elle n'apparaît pas sur la vidéo, mais il y a un acteur qui devient très important avec qui on travaille, c'est l'attaché de recherche clinique et parfois l'infirmière de recherche clinique. Quand on rentre dans un essai clinique, toutes les données des patients, que ce soit des données d'effets secondaires ou des données de bénéfices du traitement, la diminution de taille des métastases, tout ça va être rentré dans des fichiers qu'on appelle des Case Report Forms, CRF, de façon extrêmement rigoureuse. D'ailleurs, on a des audits régulièrement et c'est très bien pour être sûr qu'il n'y a aucune erreur parce que c'est très important que les données soient très, très bien contrôlées, très bien rentrées pour qu'on sache au bout du compte si vraiment ce médicament apporte un bénéfice ou pas. Et c'est le travail de nos attachés de recherche clinique de faire ce travail minutieux, anonyme. D'ailleurs, anonyme, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé du caractère aveugle de l'essai. Peut-être qu'on dise juste un mot là-dessus. Il y a des essais qu'on dit en simple ou en double aveugle. C'est-à-dire que, en fait, quand on donne un traitement et qu'on a très, très envie qu'il marche et qu'on pense qu'il va marcher, inconsciemment, en fait, c'est bizarre, c'est difficile à croire, mais on influence. C'est pour ça aussi qu'on donne des placebos. Et quelquefois, quand on veut faire un essai vraiment extrêmement objectif, le médecin, ni le patient ne savent dans quel bras, dans quel type de traitement ils sont. Comme ça, il n'y a pas d'influence de l'espoir ou de la peur d'avoir un effet secondaire. Alors, quelquefois, on est dans un aveugle qui est vite levé parce qu'il y a un effet secondaire très caractéristique, mais quelquefois, on ne sait vraiment pas. Alors, bien sûr, ça inquiète les patients. De même que quand on leur dit ce mot randomisation, je pense qu'il faut en parler. Le mot randomisation, c'est le mot médical, c'est le mot clinique pour dire tirage au sort. Et ça, c'est très difficile à entendre pour un patient
Quand on dit randomisation, et c'est pas, éventuellement, il ne sait pas trop ce que ça veut dire, enfin, je pense qu'on n'est pas obligé de savoir ce que ça veut dire, mais quand on vous dit tirage au sort, vous dites, mais attendez, moi j'ai une maladie, vous me dites que c'est une maladie grave, et vous allez tirer au sort mon traitement, mais est-ce que c'est sérieux ? Il faut bien expliquer que si on veut vraiment savoir si un médicament marche, il faut faire ce processus de randomisation parce que sinon, si tous les patients qui ont une certaine caractéristique ou un certain caractère veulent avoir le traitement et si c'est eux qui choisissent et si nous, ou si nous on choisit, on ne va plus avoir ce caractère objectif qui est primordial pour savoir si un médicament marche ou pas. Et quand un patient habite, je ne sais pas, 50 km ou 100 km de Gustave Roussy, il est suivi à côté de chez lui, et puis il vient te voir pour un essai parce que son oncologue lui a dit, là, il y a un traitement qui est intéressant, et il va signer le consentement avec toi, il peut recevoir l'essai, le médicament chez lui, enfin, dans son hôpital. La plupart, non. Non, le médicament, en général, on le reçoit chez soi, on le reçoit pas chez soi, ni dans son hôpital de proximité. Il peut arriver que dans certains essais qui sont particulièrement souples, on puisse effectuer les scanners ailleurs qu'à l'hôpital, parce qu'une IRM ou un scanner, c'est fait de façon standardisée. En général, c'est relu par le radiologue qui est impliqué dans l'essai. Mais non, le médicament, il doit être administré dans l'hôpital d'une façon extrêmement contrôlée aussi. Il faut vraiment que les choses soient parfaitement contrôlées pour que nous, ensuite, on puisse avoir des conclusions claires et qu'on puisse les donner aux patients et au public en disant, ben voilà, ce médicament, on l'a testé, finalement, il n'apporte pas de bénéfice, ou oui, on a vraiment une réponse beaucoup plus importante qu'avec le traitement. Et si on veut savoir ça, il ne faut pas sacrifier à cette rigueur qui peut parfois être quand même assez astreignante. Mais les patients, ils comprennent vraiment bien la plupart du temps. Et puis, si c'est des tout nouveaux médicaments, c'est des nouveaux effets secondaires, c'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit la même équipe qui voit les patients pour contrôler. Et du coup, on peut poser la question à Yann Loriot parce que toi, tu fais des essais avec des tout nouveaux médicaments, et certains qui n'ont jamais été administrés chez l'homme. Donc, comment on explique les effets secondaires d'un médicament qui n'a jamais été administré chez l'homme? Qu'est-ce qu'il y a dans le consentement? Parce qu'on a vu avec Caroline Robert le paquet d'effets secondaires qui peut être décrit, mais quand c'est la première fois? Alors, en effet, ça complique un petit peu l'information qu'on peut donner aux patients, mais il faut rappeler qu'avant de tester le médicament pour la première fois chez le patient, il a été testé dans des modèles animaux. Et à cette occasion, on a pu observer, décrire les effets secondaires, les effets secondaires chez l'animal et extrapoler ce qui pourrait se passer chez le patient. Bon, il ne faut pas être naïf. C'est vrai que les modèles ne reproduisent pas forcément ce qui va se passer chez le patient, mais c'est quand même la base de l'information qu'on va utiliser pour le patient. Je ne sais pas si on peut le rassurer, mais lui dire qu'en tout cas, on ne part pas non plus complètement dans l'inconnu. Il y a un grand nombre de données, d'évaluations qu'on appelle pré-cliniques, c'est-à-dire avant chez le patient, qui ont été réalisées. Et on peut signer plusieurs consentements pour un même essai. Il peut y avoir plusieurs signatures à mettre. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle un consentement principal qui, basiquement, le plus souvent, va homologuer finalement l'entrée du patient dans le protocole qui vise à administrer le nouveau médicament au patient, mais en plus, en sus de ce consentement principal, il peut y avoir des propositions facultatives qui vont être réalisées au patient. Par exemple, réaliser des prélèvements supplémentaires qui permettent de mieux comprendre le mécanisme d'action du médicament chez le patient, faire des explorations génétiques pour essayer également de prédire dans le futur les patients chez qui le médicament serait le plus efficace. Donc, il y a un consentement principal et puis souvent, il y a des consentements pour des études facultatives qui ne sont pas du tout obligatoires. Dans tous les cas, le patient recevra le médicament, mais qui sont un plus. Donc, pendant la consultation, eh bien, ça peut être long parce qu'on va expliquer ces différentes parties et différentes options qui peuvent exister. Et le patient peut choisir de participer à… Exactement, son nom décrit bien ce qu'il dit, hein, c'est facultatif, ça ne conditionne pas son entrée ou le traitement qu'il va le recevoir dans le cadre de l'essai clinique.
Et Caroline, les patients sont au courant des résultats des essais, parce que finalement, ils savent chez eux si ça marche ou pas, mais est-ce qu'ils savent sur l'ensemble des patients inclus? Ils le savent, mais ça prend du temps parce qu'un essai clinique, c'est long pour avoir le résultat. Et bien sûr que quand on le connaît, on leur donne, mais ça prend du temps. Et alors, oui, alors on peut lever l'aveugle et pour un patient donné, lui donner l'information qui jusqu'à présent était confidentielle de savoir s'il avait ou pas le traitement. Ça, c'est important aussi si un patient a fait un effet secondaire et on veut savoir vraiment s'il est lié au traitement, on est obligé de savoir, donc on lève l'aveugle. Mais sinon, pour la globalité de l'essai clinique, le résultat, il est connu longtemps après. Nous, on n'a pas le résultat, mais quand on l'a, bien sûr, on le donne aux patients. On peut peut-être indiquer qu'au cours de l'essai, il va y avoir ce qu'on appelle des amendements, c'est-à-dire qu'il va y avoir une mise à jour du consentement au fur et à mesure des informations qui sont en effet distillées, en particulier s'il y a des effets secondaires importants ou nouveaux ou inattendus qui ont été rapportés, eh bien, on doit de nouveau réinformer le patient et de nouveau faire signer le consentement. Donc, il peut être amené à signer 3, 4, 5 fois le consentement qui a été actualisé. Ce qui peut être un peu fastidieux aussi pour les patients. Quand bon, mais c'est important de le faire. Il y a aussi une chose, je crois, qui est assez rassurante à dire, c'est que les essais cliniques, souvent, sont contrôlés. Enfin, donc, il y a des comités d'éthique. Comme nous avait dit Benjamin, il y a conditions de l'Agence nationale de santé, mais aussi le comité d'éthique au niveau national et au niveau de l'hôpital aussi. Et après, au cours de l'essai, en général, après un certain nombre de patients inclus, il va y avoir un comité indépendant qui va regarder les effets cliniques, donc le bénéfice obtenu et les effets secondaires, et qui est capable de dire, attention, on arrête l'essai clinique, là, ça n'a pas l'air d'apporter un bénéfice, ça n'a aucune chance de l'apporter plus tard, donc on arrête tout de suite, c'est ce qu'on appelle arrêter pour futilité, ou alors, il y a trop d'effets secondaires, on arrête. Il y a un contrôle au cours de l'essai aussi pour les essais cliniques qui vont inclure beaucoup de personnes. Et avant de passer à la deuxième partie qui est la biopsie, Caroline, tu as une énorme expérience. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter d'un patient qui t'a marqué dans un essai, soit avec un effet secondaire particulier ou Ah oui, moi j'ai une histoire que je trouve remarquable. J'ai une patiente qui avait un mélanome métastatique, donc une maladie très grave. Et à l'époque, c'était il y a un peu moins de 10 ans, elle avait eu différents traitements successivement qui n'avaient pas marché. Elle avait même été dans un essai clinique avec un médicament qui n'avait pas prouvé d'efficacité. Elle habitait dans une ville assez loin de chez nous. Et puis, arrive l'immunothérapie avec les anticorps anti-PD1 et on a eu la chance à Gustave Roussy d'avoir un essai de phase 1 dans lequel on a inclus beaucoup de patients. En fait, on a été les plus gros recruteurs au monde même dans cet essai. Donc, on était vraiment content d'avoir ce médicament parce qu'on avait vu les premiers essais, les premiers résultats. Et donc, on rappelle la dame, on lui dit, est-ce que vous êtes en forme? Parce qu'elle était en train d'envisager de rentrer en soins palliatifs. On prend de ses nouvelles et on lui dit, écoutez, on a ce nouveau médicament, si vous avez le courage, revenez, on va voir si on peut vous inclure dans cet essai. Et à l'époque, elle avait des métastases dans beaucoup d'endroits. Je me rappelle même une derrière l'œil, c'était vraiment une localisation critique. On a commencé à la traiter. Donc, la première évaluation, ça n'avait pas l'air de trop de marcher tout de suite après. Elle avait même, juste un mois après, une petite augmentation, comme on peut voir parfois après l'immunothérapie, juste au début. Et puis, elle a répondu complètement. Et elle est encore en réponse complète et elle va très bien. Donc ça c'est ce qui arrive, heureusement, parfois avec l'immunothérapie, on a des gens qui répondent complètement et qui vont très bien et on espère fortement qu'ils sont guéris. Mais je raconte cette histoire parce que, donc, cet essai clinique qui donnait des résultats vraiment extraordinaires par rapport à la situation du mélanome métastatique auparavant. Donc, les résultats sont en train d'être écrits et avant d'être publiés sur la copie papier, ils sont en ligne dans un journal très fameux de médecine et en ligne. Et le mari de la patiente, parce que je les connaissais bien, ça faisait longtemps qu'on se connaissait, m'appelle et me dit, écoutez, docteur Robert, je crois que vous avez fait une erreur dans votre manuscrit du New England, je crois qu'il y a une erreur. Alors, je dois avouer que quand il m'a dit ça, au début, je me suis dit, bon, écoutez, merci Alain, je vous remercie beaucoup. Et je me suis dit en moi-même, c'est bizarre, comment il peut voir ça? Mais quand même, je vérifie. Et qu'est-ce que je vois sur le graphe
de représentation des patients au cours du temps et des réponses, effectivement, il y avait une erreur dans la légende de la figure. Et comment il a vu ça, Alain? Parce que lui, comme beaucoup de patients, en fait, nos patients, surtout ici, ils viennent pour faire des essais cliniques, ils sont vraiment impliqués, ils comprennent, ils connaissent. Et lui, il savait que sa femme avait reçu avant un autre médicament, une autre immunothérapie, qu'elle n'avait pas répondu. Et je lui avais dit, dans cet essai, il y a plus de patients qui ont reçu une immunothérapie antérieure que de patients naïfs de traitement. Et lui, il voit la courbe et il dit, c'est bizarre, dans cette courbe, il y a moins de patients qui ont reçu l'immunothérapie. Donc, je trouve ça extraordinaire parce que, d'abord parce qu'elle va bien et qu'elle a guéri, mais deuxièmement parce que c'est son mari qui a corrigé notre papier. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les patients sont avec nous, ils sont impliqués, ils comprennent ce que c'est que la recherche clinique. Et c'est assez magnifique, je trouve, comme histoire. Merci beaucoup. On a une question, c'est pour les patients qui habitent loin. Est-ce qu'on peut faire une téléconsultation pendant l'essai thérapeutique? Ça dépend de l'essai. On peut parfois, notamment pendant la grande période Covid, on a fait un amendement et on l'a fait. Et puis, bon, quand on a estimé que le risque de venir était plus important que de ne pas venir, bien sûr qu'on le fait et on s'adapte. Mais oui, c'est possible. Surtout que maintenant, on va s'habituer. Donc, je pense qu'il y a des essais qui vont peut-être inclure des téléconsultations à certains moments où on n'a pas besoin de prise de sang, où on n'a pas besoin de scanner. Merci. On a eu une autre question d'un internaute qui voulait savoir si on était informé, si le patient qui est dans un essai clinique est informé des résultats de l'essai pendant l'essai ou même après l'essai. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, oui. Pendant l'essai, on n'a pas trop de résultats. Si on en a, oui, bien sûr, on les informe. C'est-à-dire que nous, on est quand même, on va dans des congrès, on discute avec nos collègues de façon internationale, donc on sait les choses et tout ce qu'on sait, évidemment, on le dit aux patients. C'est aussi pour ça que les patients sont impliqués, parce que il faut absolument qu'ils soient aux premières loges pour connaître. Et s'ils comprennent, en fait, ils vont avoir envie de rentrer dans un essai clinique en général. Et bien sûr qu'ils sont informés. Et une dernière question, c'est, vous l'avez un petit peu traité déjà, mais visiblement, elle interroge beaucoup nos auditeurs, c'est de savoir pourquoi est-ce que certains patients se voient refuser l'accès à un essai, au-delà de la notion de consentement, pourquoi est-ce que certains sont éligibles et pas d'autres, parce que c'est souvent vécu comme une injustice, et peut-être que de revenir un tout petit peu sur ce point-là pourrait aider à éclaircir les idées de beaucoup. C'est vrai, ça c'est très important. En fait, pour rentrer dans un essai clinique, comme on disait tout à l'heure, Benjamin nous le disait, il faut remplir des critères d'éligibilité. Il faut avoir un foie qui fonctionne bien, parce que le nouveau médicament, s'il est éliminé par le foie, il va potentiellement s'accumuler dans le corps et être toxique. Un rein qui fonctionne bien pour la même raison, s'il est éliminé par le rein. Enfin, il faut être en relativement bon état général, et quelqu'un qui est très, très, très fatigué par son cancer ou par autre chose, qui a d'autres problèmes, des problèmes cardiovasculaires, ce n'est pas chez cette personne, malheureusement, qu'on va pouvoir tester un nouveau médicament, parce qu'il va y avoir d'autres choses, d'autres situations pathologiques qui vont venir interférer, et c'est senti comme une injustice. Et il y a des gens qui nous disent, mais c'est pas grave, moi je veux bien risquer le tout pour le tout. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne donne pas un médicament dont on ne connaît pas vraiment les risques à quelqu'un qui est fragile, parce que là, on va faire des bêtises. Donc, c'est vrai que c'est ressenti parfois difficilement et c'est frustrant. Il nous arrive parfois d'avoir des accès avant la mise sur le marché de certains médicaments qui ont déjà prouvé une certaine efficacité, mais n'ont pas encore l'autorisation au niveau européen d'être donnés aux patients, mais on a ce qu'on appelle des accès compassionnels ou des accès exceptionnels. Ça peut arriver, mais un médicament dont on ne connaît pas assez les tenants et les aboutissants, on ne peut pas le donner à quelqu'un qui est trop fragile. Merci. Et encore, pardon, une petite question d'un patient qui s'interroge à nouveau sur le placebo. Est-ce que quand on m'attribue un placebo, j'ai quand même un médicament, ou ça veut dire que j'ai zéro traitement quand je suis dans un bras où il y a un placebo? Alors, tout dépend. Imaginons une situation, c'est d'ailleurs la situation que j'expliquais à la patiente. On a ici un cancer qui a été opéré, enlevé. Il n'y a plus rien de visible. Aujourd'hui, dans la situation normale, on ne donne pas de traitement, on surveille.
Donc là, il est licite de donner un placebo parce que soit le patient n'a rien, soit on teste un médicament pour voir si c'est mieux que rien. Mais comme on ne veut pas, ni nous savoir, ni qu'elle sache dans quel bras elle est, on va donner un placebo et ça va être le seul traitement. C'est vrai que c'est un peu bizarre de se déplacer pour prendre des cachets où il n'y a rien, il n'y a pas de substance active. Mais c'est la règle de l'essai clinique. Mais sinon, souvent, on a 2 bras de traitement avec, par exemple, une combinaison de 2 traitements, dont un qu'on veut tester avec un traitement qui est de référence, et dans l'autre bras, on a un placebo plus le traitement de référence. Ça dépend des cas. On ne va jamais donner un placebo quand on pense que le patient va risquer d'avoir un effet délétère du fait d'avoir juste un placebo. Merci beaucoup. Et la dernière question avant de passer au deuxième sujet. Tout à l'heure, vous avez parlé du financement du coût d'un essai clinique, mais il y a un patient qui visiblement s'interroge sur le fait que quand on est patient, pour soi-même, est-ce qu'il y a un coût pour rentrer dans un essai clinique ou est-ce qu'il est pris en charge dans le cadre de l'assurance maladie comme pour tous les autres traitements standards du cancer? Est-ce que ça lui coûte quelque chose de rentrer dans un essai clinique? Tu veux répondre, Benjamin? Non, ça ne lui coûte rien, ça ne lui coûte pas du tout de rentrer dans un essai clinique. L'essai clinique, il est financé par le sponsor de l'essai, le responsable de l'essai, donc soit privé, soit public. Et même la sécurité sociale ne doit pas payer, par exemple, le transport du patient qui doit être pris en charge également par l'essai clinique. Donc, il n'y a pas de dépenses supplémentaires pour le patient. Merci beaucoup. Donc, je vais repasser la parole au professeur Besse qui va conclure et faire la transition sur le sujet suivant. Quand on consent dans un essai thérapeutique, on l'a dit tout à l'heure, on ne consent pas seulement parfois aux médicaments, mais on consent aussi à donner un peu plus, en particulier du sang ou même du tissu. Et pour obtenir du tissu tumoral, il faut le biopsier. Et on se demande parfois comment va être faite cette biopsie et qu'est-ce qui est fait de cette biopsie. Et c'est l'objet du prochain film, c'est le parcours de la biopsie du patient au laboratoire. Donc, comme je vous l'ai dit, la maladie évolue, mais on va essayer de chercher évidemment des solutions. Et ça peut passer par la réalisation d'une biopsie pour comprendre pourquoi la thérapie qu'on vous avait donnée au départ, qui était efficace, est devenue inefficace. Et puis surtout, trouver un moyen thérapeutique pour bloquer cette évolution. On va donc formaliser officiellement votre entrée dans le programme de biopsie et d'analyse génétique. Ça passe par la signature du consentement que vous avez pu lire. Hop, il faudra remettre votre nom, prénom ici et la signature à petite case. D'accord. Donc le consentement s'applique également aux essais cliniques qui prévoient de réaliser une biopsie de la tumeur pour en analyser les caractéristiques génétiques. Évidemment, la biopsie est un acte invasif, donc on doit expliquer aux patients quel est l'objectif de cette biopsie, quel est l'objectif de la caractérisation génétique de la tumeur, et donc les contraintes et les risques qui peuvent être associés à cette biopsie. Et de la même façon, on va essayer d'expliquer aux patients comment les données génétiques que l'on va obtenir à l'issue du séquençage de la tumeur vont être protégées pour le patient. C'est un point vraiment très très important et spécifique de ces études de médecine personnalisée. C'est nombreux, c'est efficace. Bon, vous venez avec moi, vous me suivez? Allez, je vous prends ça. Installez-vous. La radiologie interventionnelle, c'est des interventions qui sont guidées par l'image. L'objectif, c'est d'être le moins invasif possible et d'aller précisément se positionner dans la lésion, dans le nodule qu'on veut cibler et aller faire les prélèvements dont on a besoin, parfois des traitements dont on a besoin. Ça se fait en ambulatoire, ça nécessite une courte surveillance et après les patients peuvent rentrer à la maison. On a accès à quasiment tous les organes. On peut avoir accès aux poumons, au foie, des ganglions plus superficiels, des lésions un peu plus profondes, l'os. Le seul endroit où on n'y va pas, ou en tout cas de manière percutanée, c'est le cerveau. L'imagerie se développe et on voit de mieux en mieux et on a accès à de plus en plus de cibles en radiologie interventionnelle. Là, tu me donnes un deuxième cryotube. Donc là, on a fait 3 prélèvements. Il y en a un qui va être fixé, envoyé en anatomopatologie. Il y en a un deuxième qui sera congelé, un troisième qui ira dans un milieu spécial pour des analyses un peu plus particulières. Que ce soit pour le diagnostic et même pour la suite de la prise en charge, la biopsie est un élément clé dans la prise en charge de votre maladie. Du coup, là, dans un premier temps, je réceptionne la biopsie qui provient du bloc opératoire.
On peut la recevoir de deux façons. Là, c'est fixé en formol, ça permet au tissu d'être mieux conservé. Et on peut la recevoir aussi en tube congelé directement pour faire de l'analyse dessus, faire l'extraction d'ADN ou ARN. Là, je vais la mettre en cassette pour ensuite le mettre dans l'automate de déshydratation toute la nuit pour pouvoir le techniquer le lendemain. Je récupère mes cassettes qui ont été déshydratées. Une fois que j'ai coulé mon bloc, je vais le couper au microtome. Avec le microtome, ça me permet de couper très finement la biopsie d'environ 3 microns, qu'ensuite je pose sur une lame de verre pour ensuite l'emmener à colorer dans un automate. Et la coloration permet de voir la morphologie du tissu que j'analyse. Du coup, on va passer à la deuxième technique. La première, c'était couper le bloc en paraffine, et là, ça sera coupé de la congèle. Ça nous permet de faire l'extraction par la suite. Merci. Donc ici, la biopsie est prise dans de la paraffine. Nous allons attendre que cette paraffine décongèle afin d'extraire l'ADN. L'ADN a été pris dans la partie blanche de la colonne. Nous allons maintenant séquencer l'ADN du patient dans cette machine. Cette machine va nous permettre de mettre l'ADN extrait sur la puce de séquençage. Une fois le chargement de la puce terminé, nous allons procéder à la lecture sur le séquenceur. Le séquençage de cette puce dure environ 2h30. Après, les données seront analysées en bioinformatique. Donc là, on vient de recevoir les données de séquençage d'un patient atteint d'un cancer du poumon. On va essayer de trouver des mutations qui entraînent le développement du cancer, qui donnent un avantage à ces cellules par rapport à toutes les autres et qui vont faire qu'elles vont pouvoir se développer et croître plus rapidement. Et bien, dans un certain nombre de cas, ces mutations vont pouvoir être ciblées par un traitement. Ce sont des cibles thérapeutiques de thérapie ciblée. Donc là, c'est assez net. On a 5% des rites qui sont mutés. Et à côté de ça, on étudie aussi l'ARN. Alors les deux sont liés puisque l'ARN découle de l'ADN. Et le but du transcriptome, c'est de regarder un petit peu les niveaux d'expression des gènes dans une cellule ou dans un tissu et à un instant donné. Et donc finalement, c'est par cette double approche de séquençage à la fois de l'ADN et de l'ARN qu'on arrive à établir une espèce de carte d'identité relativement précise de la tumeur. Après réalisation des séquençages génétiques, les discussions de ces résultats sont réalisées dans une réunion de concertation pluridisciplinaire qu'on appelle la RCP moléculaire, qui réunit différents intervenants, des oncologues, des biologistes, des oncogénéticiens, et qui permet de discuter ces résultats et de proposer finalement le meilleur traitement en se basant sur les altérations moléculaires retrouvées. Un vrai changement de paradigme en médecine de précision, c'est qu'à l'heure actuelle, au-delà du type histologique du cancer, que ce soit par exemple un cancer du sein ou un cancer du côlon, on peut proposer parfois les mêmes traitements parce qu'on retrouve une mutation donnée et ça permet vraiment d'ouvrir les thérapeutiques avec des anomalies qu'on appelle tumeurs agnostiques. On peut orienter le patient vers des thérapies ciblées contre une anomalie moléculaire sur un gène donné, par exemple une mutation d'un gène. On peut également orienter le patient vers de l'immunothérapie. Donc on comprend bien qu'au sein de la RCP moléculaire, on a vraiment une capacité à orienter les patients vers le meilleur traitement et vers le traitement adapté à leur pathologie. Donc comment s'est passée la biopsie ? Ça a été. On a pu identifier une anomalie dont on pense qu'elle est responsable de la résistance au traitement que vous preniez. Il n'existe pas de thérapie actuellement disponible dans la pratique courante, mais par contre, il existe un essai clinique qui est ouvert, dont la thérapie vient justement bloquer cette anomalie génétique qu'on a pu mettre en évidence au sein de votre tumeur. D'accord. Voilà. Vous avez pu voir dans ce reportage l'utilité d'une biopsie et la manière dont on la réalise. Donc, j'aimerais poser maintenant une question au docteur Tselikas. On vous voit dans le reportage, dans une salle avec plein d'équipements très high-tech. Quels sont les avantages de cette technique? En quoi est-elle révolutionnaire? Et vous allez nous en dire plus. Effectivement, l'environnement est très important. Et le fait d'avoir ces équipements high-tech, comme vous dites, ça nous permet
d'avoir le scanner, l'échographie, la radiologie au sein de nos blocs opératoires, ça nous permet deux choses. Ça nous permet premièrement d'être précis et d'atteindre vraiment la cible qu'on veut aller prélever, et ce qui garantit une qualité des prélèvements et qui, au décours, va permettre de faire toutes les analyses dont on a besoin et dont on espère pour avoir les réponses justement sur les mécanismes de résistance, sur est-ce qu'il y a des anomalies qui peuvent donner un avantage pour tel ou tel traitement. Et la deuxième chose qui est importante, cette technologie permet la sécurité. Et c'est important, c'est la sécurité pour le patient. Si jamais, lors d'une biopsie, il y a quelque chose, un petit pépin qui arrive, on peut, grâce à ces moyens, le détecter, éventuellement d'aller le traiter dans le même temps. S'il y a un petit vaisseau qui saigne, on va aller le colmater pendant la même intervention pour que le patient, tout se déroule au plus vite, au mieux et sans complications au décours. Donc, l'environnement est très important. La troisième chose, à part la technologie, il y a également l'environnement humain. Donc, on est entouré des équipes, que ce soit les équipes d'anesthésie, nos manipulateurs qui sont formés, les équipes d'infirmiers qui sont également sur place et autour. Si jamais on a besoin de telle ou telle condition particulière ou de faire un acte de façon moins prévue ou en tout cas d'anticiper, ça nous permet de faire tout ça rapidement et de façon la plus efficace. Ambrose, donc là, tu prélèves, mais est-ce que tu peux aussi injecter dans le cadre d'essais thérapeutiques? Effectivement, la radiologie interventionnelle ne se limite pas au prélèvement. Ça représente une grande partie de notre activité. Dans le cadre de la recherche clinique, c'est effectivement un des outils importants. Après, la radiologie interventionnelle, c'est des interventions mini-invasives. Et je reviens sur ce que disait Johan tout à l'heure. C'est mini-invasif et ça permet d'aller injecter des traitements nouveaux. Donc, il y a des essais précoces d'injection d'immunothérapie en intratumorale, de nouveaux médicaments localement. Ça permet également de faire des traitements de radiologie interventionnelle, d'aller détruire une tumeur localement, une petite métastase. Et même ce type d'intervention peut faire l'objet de protocoles et de recherches cliniques, exactement de la même façon dont ça a été décrit par Caroline et par Benjamin tout à l'heure. Alors, on a une question, c'est combien de biopsies tu peux faire chez un patient et est-ce que le nombre de biopsies varie de l'endroit ou juste de l'indication? Et comment tu peux être sûr à l'avance que ta biopsie va être contributive, c'est-à-dire que tu vas vraiment ramener suffisamment de matériel tumoral, par exemple, pour que Luc puisse mieux comprendre le cancer? En effet, c'est une très, très bonne question. En moyenne, on fait 4-5 prélèvements sur une tumeur. Après, bien sûr, on s'adapte aux exigences des protocoles. On essaye, quand on est dans des situations de sécurité optimale, de faire un peu plus. Pour plus on a de tissu, plus les analyses et le rendement en termes de représentation du tissu tumoral sera meilleur. Et après, pour des tailles données, pour des localisations données, on peut faire plus ou moins de prélèvements. Ce qui est très intéressant, on est passé un peu vite sur le film, on utilise ce qu'on appelle un système coaxial. C'est très technique, peu importe, c'est une petite aiguille creuse qu'on va mettre en place et à travers cette aiguille creuse, on va pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5 prélèvements sans repiquer le patient. Donc la ponction se fait une seule fois et au travers, on passe un petit système de biopsie qui va nous permettre de faire de multiples prélèvements. Et pour répondre à la dernière question, on n'est jamais sûr qu'on va être rentable. Après, on sait que pour des lésions qui font autour de 1,5-2 cm, qui sont bien visibles en imagerie et qu'on arrive à faire suffisamment de prélèvements, on a entre 85, 90, parfois un peu plus de réussite et on peut faire toutes les analyses dont on espère sur ces prélèvements, même s'ils sont, comme vous avez vu dans la vidéo, de très petite taille. Nous, on trouve ça magique, on est cliniciens, ce que tu fais, on trouve ça incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est aussi tout ce qu'on peut faire avec cette biopsie, l'avancée des connaissances qu'elle va apporter. Et c'est le sujet de la deuxième partie du reportage, après ton prélèvement, ce qu'elle devient dans les laboratoires de recherche.
Alors j'ai reçu une biopsie de patient et le but est de la mettre en culture, établir une lignée cellulaire à partir de cette biopsie. On va vérifier si la présence des mutations qui étaient chez le patient se retrouvent effectivement dans notre modèle cellulaire. Et après amplification du modèle, on l'utilisera pour tester différentes combinaisons de traitements et déterminer éventuellement une combinaison qui permettrait au patient de dépasser cette résistance et de prolonger sa durée de vie sous traitement. Si, là c'est bon, et voilà. Aujourd'hui, on essaie d'établir vraiment des modèles pérennes, c'est-à-dire que ces biopsies, on en fait une lignée cellulaire qui va nous permettre de conserver ce modèle indéfiniment. On peut congeler ces cellules et plusieurs années après, les redécongeler et tester par exemple des nouveaux médicaments qui viendraient d'être développés par des industriels. Mais comme ça prend plusieurs semaines pour obtenir ce modèle stabilisé, on ne peut généralement pas avoir un impact immédiat pour la prise en charge du patient qui a bénéficié de la biopsie. On va trouver, je pense. Et donc là, on voit bien les cellules tumorales quand même qui se regroupent ici. Ce qu'on est en train de développer, de mettre en place, c'est ce qu'on appelle les organoïdes et nous permettent de tester quasi immédiatement, dans les 2 semaines qui suivent, un panel de molécules. Et là, en effet, on est dans une situation où on peut revenir très rapidement aux cliniciens, aux patients, pour que nos données de laboratoire aient un impact sur sa prise en charge immédiate, en conseillant les options thérapeutiques qui, d'après nous, sont les plus adaptées. Et aujourd'hui, il n'y a que certains patients pour lesquels la biopsie est processée de cette façon. Si un jour, on arrive à systématiser ce processus, à le mettre même en pratique clinique de routine, un grand nombre de patients pourraient bénéficier de cette approche thérapeutique orientée par le labo. C'est nécessaire dans le cadre d'essais, mais parfois c'est vrai que ça ne rend pas directement un service aux patients. Par contre, ça rend un immense service à la recherche et c'est comme un don. Il y a même des communautés de patients qui, il y en a une aux États-Unis comme ça, qui se sont mis d'accord pour, à chaque fois qu'ils ont une biopsie, demander un bout en plus et il y a un système d'envoi en 24 heures pour que des laboratoires reçoivent les prélèvements. C'est dire, enfin, c'est vraiment une très très belle démarche. La biopsie, elle est gardée combien de temps? En gros, tu sais. À terme, pour la recherche clinique, ça peut être gardé très longtemps. Je n'ai pas, Luc, je pense, a les données chiffrées en tête, mais ça peut rester congelé dans l'azote pendant des années. Et on peut, ce qui est intéressant, revenir plus tard, s'il y a eu des découvertes qui ont eu lieu entre-temps, pour aller vérifier sur une cohorte de patients, sur des maladies spécifiques qui parfois peuvent être rares, aller vérifier si la découverte qui a été faite était applicable et validée sur des essais cliniques plus anciens. Est-ce qu'on retrouve les mêmes anomalies moléculaires, les mêmes mutations qui peuvent beaucoup contribuer à la science et au développement de nouvelles thérapeutiques? Je peux dire quelque chose? Je voudrais insister sur le fait que c'est important pour la recherche parce qu'en fait, c'est important de savoir pourquoi un patient ne répond pas au traitement, mais si on veut savoir ça, il faut aussi avoir la contrepartie. Il faut savoir pourquoi un patient répond au traitement. Et c'est en comparant ça qu'on va le savoir. Et au début, on ne sait pas. C'est vrai qu'on explique aux patients, on leur demande, est-ce que vous êtes d'accord pour faire une biopsie supplémentaire pour votre recherche, une biopsie qui ne sera pas forcément nécessaire à faire votre diagnostic, mais on leur explique, elle sera peut-être utile pour vous, mais peut-être pas, ce n'est pas sûr, mais elle va être importante parce que nous, ce qu'on veut savoir, nous, par exemple, dans notre domaine où autrefois rien n'était efficace et que maintenant c'est à peu près la moitié des patients qui vont vraiment bien bénéficier du traitement. Mais si on veut comprendre pourquoi la moitié qui ne répond pas résiste, il va falloir qu'on biopsie tout le monde pour qu'on puisse comparer. Donc, c'est un acte généreux, mais ça va être que comme ça qu'on va y arriver. Et c'est important de bien l'expliquer aux patients. En gros, quand on fait une biopsie, toi, ça te prend combien de temps sous le scanner? La patiente est restée combien de temps? Là, en l'occurrence,
c'était à ces radiations qui parfois peuvent être compliquées, comme le poumon, enfin plus compliquées que les autres. N'empêche, la biopsie elle-même prend 15 minutes, 15-20 minutes. Après, on a un petit peu de temps d'installation. On fait un scanner au début pour vérifier qu'il ne s'est rien passé par rapport aux imageries antérieures. On fait un scanner à la fin pour être sûr qu'il n'y a pas de complications et que le patient peut rentrer chez lui sans arrière-pensée, sans risque pour lui-même. Donc, en tout, entre l'entrée et la sortie de la salle, ça prend 35 minutes en prenant bien le temps de faire les choses bien. Ça laisse des cicatrices? Ça ne laisse pas de cicatrices. Les aiguilles sont très petites. Ça fait quelques millimètres, ça fait des petites insertions à la peau qui font 2 mm, 3 mm quand on fait des biopsies assez larges. Donc, c'est entre 1 et 2 mm. Ça cicatrise très bien. Plus l'entaille est petite, entre guillemets, plus l'entrée dans la peau est petite, plus la cicatrisation se fait mieux. Après, on conseille quand même à nos patients de ne pas s'exposer au soleil le temps que ça cicatrise. Ça prend quelques jours. Et même en termes de pansement, on leur dit quand le pansement il tombe, ce n'est pas la peine d'en mettre à nouveau. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire et ça ne laisse pas de marque au long cours. Ça fait mal? Ça fait pas mal. En tout cas, on fait tout pour que ça ne fasse pas mal. On prend le temps bien sûr, on fait une anesthésie locale. On anesthésie tous les tissus qui sont potentiellement sensibles. Chez les patients qui sont un peu plus angoissés, un peu plus stressés, et ça peut impacter dans le vécu d'une biopsie, on a d'autres moyens, on a de l'hypnose conversationnelle, on a des casques de réalité virtuelle, on a un environnement qui, mine de rien, est plutôt agréable et favorable, qui fait que cette anxiété et ce stress en plus de la biopsie, on essaie de le minimiser au maximum. On a la chance d'avoir des manipulateurs, des infirmières qui sont tous formés à ça et qui accompagnent ce geste de biopsie et les patients. Après, on se rend compte que quand on pose la question a posteriori aux patients, alors, la plupart du temps, ils vous disaient on s'en faisait une montagne, on avait peur d'avoir mal. Au final, ils vous disent si c'est ça, pas de problème. Mais c'est très difficile de dire a priori aux patients, ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas mal, même si je le dis tous les jours. Ouais. C'est important ce que tu dis parce qu'il y a certains essais qui demandent plusieurs biopsies, en particulier durant le traitement. Et c'est vrai que l'expérience de la première biopsie, comme tu l'as décrit, elle dédramatise le fait d'être biopsié. Mais finalement, toi, tu vas dans la tumeur. Bon, alors, dans certains essais, tu injectes, mais sinon, le fait d'aller, on va dire, titiller la tumeur, c'est pas à risque de la faire progresser ou quand tu retires les cellules, est-ce que sur la peau, tu peux pas en laisser? C'est une très bonne remarque et cette notion d'ensemencement tumoral, d'excitation de la tumeur, le fait est, c'est qu'on ne le voit jamais. Enfin, moi, je n'ai jamais vu. Ce n'est pas parce que je ne l'ai jamais vu que ça n'existe pas, mais en pratique, sur des années d'expérience et des milliers de biopsies de fait, je n'ai jamais vu. Après, on a quand même des considérations techniques où on fait attention. Ce que je vous parlais tout à l'heure, la petite canule creuse qui est le petit système coaxial, permet justement de ne pas faire sur le trajet, de ne pas laisser de cellules sur le trajet. C'est des biopsies protégées. La deuxième chose, en fonction des localisations et les trajectoires qu'on va prendre sur le scanner pendant et juste avant la biopsie, on fait attention par où on passe pour minimiser et rendre ce risque nul en vrai. Luc, quand tu reçois la biopsie, qu'est-ce que tu en fais? C'est quoi le but de tes recherches? Déjà, pour revenir sur les différents types de biopsies, il y a les biopsies fixées et congelées qui, comme l'a dit Ambrose, elles se gardent très très longtemps, des dizaines d'années même, on peut y revenir. Nous, la biopsie qu'on récupère, on l'appelle fraîche, c'est-à-dire qu'elle est à température ambiante, dans juste un simple milieu nutritif pour les cellules. Et on sait que là, nous, on a l'obligation de s'en occuper dans les 24 heures. On le fait en général même le jour même. Ces cellules étant vivantes, même si on les met, vous voyez dans la vidéo, mon ingénieur Florian qui récupère dans le frigo, on les met à 4 degrés pour que ça patiente quelques heures. Et donc ensuite, voilà, on dissocie, on détache l'ensemble de ces cellules cancéreuses qui sont
sous la forme d'un tissu solide, on les détache pour pouvoir les mettre en culture, séparer réellement les cellules cancéreuses versus les cellules immunitaires, les différentes cellules infiltrantes de la tumeur. Et c'est là qu'une fois qu'on met ces cellules en culture, il faut réellement s'en occuper de manière quotidienne, les surveiller de très près, car ce n'est pas juste en patientant que cela devient un modèle stable, un modèle pérenne avec le temps. Il faut vraiment en prendre soin. Il faut parfois les détacher pour les mettre dans une nouvelle boîte de plastique, etc., jusqu'à réellement obtenir une prolifération, donc une division stable de ces cellules. La première chose que l'on fait, c'est de confirmer que les cellules que nous avons obtenues dans cette boîte de culture sont bien des cellules cancéreuses ayant bien le patrimoine génétique que le cancer du patient avait. On vérifie si c'est un cancer du poumon avec une mutation EGFR, on vérifie que dans nos cellules cancéreuses au laboratoire, elles ont bien la mutation de GFR. Et une fois qu'on en est donc à ce stade, c'est là qu'on va vraiment creuser les mécanismes d'adaptation que ces cellules ont mis en place. En général, on est dans le cas où le patient a eu un bénéfice, a bien répondu au traitement, et puis la biopsie, on l'obtient parce que le cancer de ce patient échappe au traitement. Donc, on essaie de comprendre pourquoi. Et on a, comme vous l'avez vu dans la deuxième vidéo, déjà un séquençage qui est fait. Donc, on séquence l'ADN et l'ARN. Là, ça nous donne déjà des bonnes pistes. S'il y a une nouvelle mutation, une nouvelle altération dans les gènes de ce cancer qui est identifié, ça peut être une bonne piste pour expliquer l'adaptation des cellules cancéreuses. Parfois, on a des nouvelles mutations qui sont apparues, mais vraiment jamais décrites, totalement inconnues. Donc là, déjà, on intervient, nous, à ce premier élément-là. On va au laboratoire reproduire cette mutation dans des cellules, mettre le même médicament que le patient avait reçu et vraiment prouver ou non si cette mutation-là a une importance pour l'échappement thérapeutique. Il y a aussi d'autres cas où là, c'est plus difficile, où justement, le séquençage n'a rien révélé. C'est, on va dire, à peu près un tiers des cas où vraiment, au séquençage, il n'y a aucune explication potentielle pour expliquer pourquoi le cancer échappe au traitement. Et donc là, c'est uniquement avec ce modèle que l'on a établi au laboratoire qu'on va pouvoir identifier ce mécanisme. On va vraiment creuser, tester différents inhibiteurs, regarder la signalisation des protéines au sein des cellules cancéreuses pour regarder à quel moment la réponse n'est pas comme attendu. Et la troisième chose que l'on fait avec nos modèles établis, c'est la plus tardivement, c'est lorsque justement l'ensemble de nos données ont permis aux industriels, aux grosses industries pharmaceutiques de développer des nouvelles générations de médicaments, ils vont revenir vers les chercheurs en nous disant « Nous avons un nouveau médicament, nous pensons que celui-ci peut vaincre la résistance aux médicaments qui sont actuellement utilisés, pouvez-vous le vérifier dans vos modèles ?» C'est un peu aussi la préclinique dont parlait Johan tout à l'heure. Et donc, on va être les premiers à tester le médicament dans des modèles vraiment très proches du patient, puisque ce sont des modèles directement établis à partir d'échantillons de patients. Et on va là aider l'industriel à prouver l'efficacité du médicament. Voilà à peu près les 3 niveaux d'implication en recherche sur ces prélèvements. On a une question. Si je peux, une seconde. Effectivement, ce qu'a dit Luc, c'est très intéressant. La biopsie fraîche fait d'une des forces de notre institut, et la proximité des laboratoires avec la radiologie interventionnelle, les lieux où se font les prélèvements, permet justement que ce type d'analyse sur des biopsies fraîches ait lieu, ce qui est assez exceptionnel. Enfin, il n'y a pas besoin forcément de congeler ou de fixer un prélèvement pour après faire des analyses, et ça ouvre des portes pour plein d'analyses qui ne sont pas évidentes partout. C'est vrai que c'est ce qui est très spécifique de Gustave Roussy. L'hôpital est collé à la recherche et c'est vraiment la preuve du lien entre le soin et la recherche. Il y a, Johan, peut-être une nouvelle modalité de biopsie qui est la biopsie liquide. Tu pourrais nous raconter ce que c'est? Oui, bien sûr. La biopsie liquide consiste à réaliser en pratique pour le patient une simple prise de sang
mais qui visent non pas à mesurer le taux de globules blancs, de globules rouges, comme on peut le faire quotidiennement pour nos patients suivis à Gustave Roussy, et là, dont l'objet va être d'essayer de détecter des débris, des cellules tumorales, précisément leur ADN, parce que les cellules tumorales, spontanément, vont relarguer une partie de leur ADN dans le sang, ou alors elles meurent spontanément et elles relarguent un petit peu d'ADN dans le sang. Et donc ça, les technologies actuelles permettent de les détecter, de les capter et d'analyser les anomalies génétiques comme on le fait à partir des biopsies réalisées par Lambros et analysées par Luc. Donc ça évite évidemment pour le patient une biopsie, même si c'est peu invasif, ça l'est toujours moins quand on fait une simple prise de sang. Ça nous donne un niveau d'information qui est assez important, qui nous permet pour nous cliniciens d'orienter un petit peu le traitement ou la prise en charge du patient. Mais la limite, c'est que on n'a pas non plus le niveau d'information qu'on peut attendre lorsqu'on analyse une biopsie. On ne peut pas faire, on ne peut pas développer les modèles, on ne peut pas reproduire le modèle de tumeur tel que le fait Luc. Donc c'est vraiment une autre stratégie d'analyse de la tumeur, mais ça s'inscrit dans une démarche très particulière qui est celle d'avoir un impact vraiment immédiat pour le patient, rechercher quelle anomalie on peut retrouver tout simplement par une prise de sang. Alors, c'est différent des organoïdes. Tu as parlé, Luc, dans le reportage des organoïdes. Tu peux nous dire ce que c'est? Oui, donc il y a plusieurs équipes de recherche qui développent cette thématique aujourd'hui. C'est pour ça que je dis dans la vidéo que nous avons l'espoir qu'un jour on puisse vraiment l'implémenter de manière un peu plus systématique. C'est finalement un processus assez proche de ce que vous avez vu sur l'établissement d'une lignée cellulaire. La différence est principalement qu'on dissocie beaucoup moins. On ne va pas jusqu'au niveau de cellules uniques isolées. On va essayer de garder des structures proches de l'organe d'origine et on les met en culture. Et du coup, le fait de les garder dans cette configuration un peu tridimensionnelle va permettre aux cellules de répondre immédiatement presque à un traitement. Donc, au bout d'une semaine après la mise en culture d'une dissociation légère d'une biopsie, on peut d'ores et déjà tester un petit panel de médicaments. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut revenir immédiatement, sous 2-3 semaines, on peut revenir directement vers le médecin et donner les résultats du test de médicaments. Et là, on a réellement la preuve que ce médicament fonctionne sur les cellules cancéreuses de ce patient-là. Et ça, c'est de la routine? On n'est pas du tout en routine, non, non. On est en train de vraiment le faire de manière plus systématique dans certaines pathologies. C'est principalement sur le cancer du côlon et du pancréas qu'actuellement c'est en train d'être testé, d'être validé. Mais si ces mises au point, si on les appelle comme ça, sont concluantes, en effet, la porte sera grande ouverte pour élargir cette application. Il y a des biopsies qu'on fait dans la tumeur pour comprendre la biologie, mais on peut aussi faire des biopsies en cas de toxicité. Caroline, toi, tu as déjà fait ça. Tu peux un peu nous expliquer? Pour comprendre le mécanisme des toxicités de nos médicaments, oui, c'est possible. Ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre aussi bien comment les médicaments marchent, quand ils marchent, ce qu'on espère, mais aussi comment ils ne marchent pas et comment parfois, au contraire, ils peuvent entraîner des effets secondaires. Donc pour ça, il faut aussi avoir accès aux organes qui sont touchés par ces effets secondaires pour essayer de comprendre le mécanisme. Notamment en immunothérapie, ça pose des questions importantes parce qu'on a l'impression que parfois, les effets secondaires de l'activation du système immunitaire, ils sont un peu liés quand même à l'effet antitumoral et il faut qu'on comprenne ça parce que nous, ce qu'on veut avec l'immunothérapie, c'est déclencher, si je puis dire, une maladie auto-immune contre la tumeur, mais on ne veut pas déclencher une maladie auto-immune contre des organes qui fonctionnent très bien. Donc, on veut avoir un effet ciblé sur le cancer. Et c'est pareil, il faut comprendre. En fait, on a besoin d'aller dans le tissu et de regarder ce qui se passe, de regarder quel type de cellules sont là, quel type de produits fabriqués par les cellules sont là pour comprendre ce qui se passe. Donc, effectivement, de faire des biopsies quand arrive quelque chose ou quand le patient, par exemple, ne répond pas au traitement, c'est important aussi de comparer
le début, ce qui s'est passé sous traitement et pourquoi après ça échappe. C'est ce qu'on appelle les biopsies séquentielles. Et si on veut avoir une information très importante, il faut avoir la comparaison de avant. C'est pour ça que le patient doit avoir cette espèce de confiance et de générosité, je dirais, de dire, je veux bien, peut-être que la biopsie que je vais faire au début du traitement, j'espère que je ne vais pas récidiver et qu'on n'aura pas besoin de la comparer avec quelque chose si je résiste au traitement, mais au cas où, ça va être utile pour qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être ressenti comme invasif, mais je pense encore une fois que si on explique bien les raisons, les gens, en fait, comme nous disait Benjamin, moi je pense que si on explique bien les choses, c'est les patients qui finalement devraient dire, mais attendez, vous ne me proposez pas de biopsie, vous devriez. Et pour revenir, on a des questions à nouveau sur la biopsie liquide, parce que ce terme biopsie liquide n'est probablement pas extrêmement juste. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne peut pas faire un diagnostic avec une biopsie liquide. C'est une simplification et ça ne peut pas remplacer complètement une biopsie. On a une question pour Johan, pour savoir, par exemple, c'est vrai qu'il y a des organes moins simples à biopsier, malgré l'art de l'Ambrose, par exemple, le cerveau est quand même plus compliqué. Alors, est-ce que la biopsie marche pour tous les organes, pour tous les cancers, la biopsie liquide, et en particulier pour le cerveau? Non, il y a la rentabilité de cet examen et peut-être est variable en fonction du type de cancer, en fonction de l'avancée du cancer, si le cancer est localisé à un seul organe ou s'il y a des métastases, et puis la localisation de la tumeur elle-même. C'est vrai que s'agissant des tumeurs du cerveau, la quantité d'ADN qu'on peut trouver dans le sang est très limitée. En revanche, ce qu'on peut imaginer faire, c'est de prélever un petit peu de liquide céphalorachidien qui circule au sein des méninges et appliquer cette même technique, non pas sur le sang, mais sur le liquide céphalorachidien. Donc on peut s'adapter en fonction du cancer. Je prends l'exemple du cancer de la vessie. On peut collecter les urines, par exemple, et puis rechercher également l'ADN des cellules tumorales qui se trouvent dans la vessie. Donc on s'adapte un petit peu à la localisation, au nombre de métastases, par exemple. Donc tout ça, c'est un peu du cas par cas. Mais il arrive quand même, parfois, rarement, mais il peut arriver, nous en tout cas dans le cadre du mélanome, ça peut être une façon très rapide, en fait, de quand même faire un diagnostic. Quelquefois, on n'a pas de lésion accessible aux biopsies, malgré toutes les prouesses de l'Ambrose pour aller biopsier. Quelquefois, c'est vraiment difficile, c'est dans un endroit délicat du foie ou de... Et là, nous, on a une mutation qui est très caractéristique du mélanome, et si on la trouve dans le sang, ça va quand même bien nous aider. Quand on a une petite idée que ça peut être un mélanome, on aime bien quand même avoir cette preuve, même si un patient a fait un mélanome autrefois, si on voit des métastases apparaître, si on a la biopsie liquide qui nous dit qu'il y a cette mutation caractéristique, ça va nous suffire parfois pour débuter un traitement. Donc, ça peut être utile quand même, très rapidement. Et donc, on a la biopsie liquide qui peut donner des infos. Et je reviens sur les organoïdes parce que c'est une culture de la tumeur et tester directement des médicaments dessus, ça évite que le patient ait à les tester lui-même, théoriquement en tout cas. Est-ce que ça peut aussi nous donner une idée de la toxicité du médicament, Luc? Difficilement, je dirais. Pour évaluer la toxicité, nous, en recherche de laboratoire, on va pouvoir utiliser des modèles animaux. Là, ça va, comme l'a dit Johan tout à l'heure, ça peut nous donner des indications. Au niveau cellulaire, une chose que nous pouvons faire, c'est d'utiliser des cellules qui vont être non cancéreuses, des cellules normales, mais qui ont été modifiées pour quand même pouvoir accepter de pousser au laboratoire. Et là, si on met différents médicaments, ces cellules qu'on dit saines ne doivent pas mourir. Et donc, si en effet le traitement induit une mort de ces cellules saines, là, ça nous donne une bonne indication sur une potentielle toxicité du traitement. Mais sur les organoïdes eux-mêmes, non, on n'est pas encore capable vraiment bien de faire ça. À Gustave Roussy, on a un département d'oncologie pédiatrique
et de l'adolescent. C'est un gros département, c'est beaucoup d'activités. On a dit, hein, donc, les enfants peuvent entrer dans un essai thérapeutique et peuvent aussi avoir une biopsie. Comment ça se passe, l'ambrose, une biopsie chez un enfant, en particulier petit? C'est quoi l'environnement? Et effectivement, on fait des biopsies tissulaires de lésions chez des enfants et même chez des enfants très petits, malheureusement, et il le faut pour faire un diagnostic, pour mieux comprendre, pour avancer. Et la vraie différence, qui est de taille quand même, c'est que les biopsies, cette fois-ci, se font sous anesthésie générale. Donc, l'enfant dort pendant le temps de la biopsie. Ça reste très rapide. Ça se fait en quelques minutes. Donc, c'est des anesthésies générales qui sont très courtes, qu'on essaye autant que possible de coupler à d'autres actes invasifs s'ils doivent être réalisés, que ça soit pour une biopsie stomédulaire, pour la pose d'impact, pour une imagerie qui peut être un peu longue et compliquée. Donc, on essaye de minimiser ces temps d'anesthésie, mais c'est la principale différence. La deuxième différence, c'est qu'on essaye, tant qu'on peut, ne pas utiliser de rayonnement ionisant. On fait les biopsies, l'immense majorité des cas, sous guidage échographique, c'est des ultrasons, pour essayer d'avoir le moins d'impact possible sur nos tout petits patients. Bien sûr, on a accès au scanner, on a des protocoles qui sont adaptés pour diminuer la dose, mais tant qu'on peut, et c'est vraiment dans 99% des cas, on fait les biopsies sous guidage échographique. C'est les deux différences principales. Et les adultes, tu les endors jamais? Jamais, on dit jamais, jamais, mais en fait, c'est exceptionnel. Sur les 2000 biopsies qu'on fait, on doit faire une ou deux sous anesthésie générale par an. Donc, c'est exceptionnel. 2000 biopsies par an et combien pour la recherche sur les 2000? Actuellement, on fait moitié-moitié. On fait un peu moins de 2000, on est à 1900 biopsies par an et on doit faire 1000 biopsies diagnostiques, 950 de recherche. En fonction des années, l'avantage va sur une ou pour l'autre. C'est pour dire que quand même, l'activité biopsie pour la recherche spécifiquement, et que ce soit une biopsie ou des biopsies séquentielles, et vous avez tous insisté dessus, effectivement, c'est des projets qui sont hyper informatifs en termes de données, de recherche, mais également pour les patients. Actuellement, ça représente une très grande part de notre activité. On va peut-être revenir sur les enfants, Johan, parce que l'accès aux nouveaux médicaments pour les enfants peut être un peu plus lent ou compliqué que pour les adultes. Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des essais de phase 1, c'est-à-dire avec des tout nouveaux médicaments que tu peux proposer à des tout petits? Oui, en effet, historiquement, il a toujours été difficile d'attirer un petit peu la recherche essentiellement industrielle, un peu moins académique évidemment, vers les enfants parce que, fort heureusement, le nombre de cas est limité par rapport aux adultes, mais c'est un besoin important parce qu'on veut faire avancer la prise en charge des enfants atteints de cancer. Il s'avère que le contexte est de plus en plus favorable, c'est-à-dire que les industriels qui développent vraiment les nouveaux médicaments sont plus sensibles à cela. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de discuter systématiquement lorsqu'on prévoit de lancer un essai clinique chez l'adulte, et d'y adjoindre la possibilité de cohortes dédiées justement aux patients plus jeunes, donc aux enfants. Et il existe maintenant pas mal d'essais qui permettent d'inclure des patients de 5-6 ans. Je pense que le contexte, la sensibilisation est maintenant suffisante pour qu'on puisse le faire. Alors, pas encore suffisamment, il n'y a pas encore assez d'essais dédiés aux enfants, mais ça avance. Il y a des consortia européens qui se sont montés pour justement essayer de centraliser cette demande et évidemment, à plusieurs, la voix porte plus. On a des questions extrêmement précises de nos internautes. Jessica nous demande, Lambros, la différence entre une biopsie et un FNA. La vraie différence, c'est la taille de l'aiguille. FNA, ça veut dire Fine Needle Aspiration. C'est vous mettez une aiguille très très fine au sein de la lésion et vous prélevez quelques cellules. Et on s'est rendu compte qu'on peut faire un diagnostic sur ce qu'on appelle de la cytologie.
et non pas de la pathologie. Et donc, on peut, sur quelques cellules, rien que sur leur aspect, dire que c'est un cancer plutôt du sein ou c'est un cancer plutôt de la thyroïde. C'est plutôt les deux exemples les plus utilisés, c'est ça, hein, les cytoponctions. C'est beaucoup plus fin, c'est moins invasif. L'incision, enfin, les aiguilles sont inframillimétriques, donc avec un taux de complication qui est négligeable, enfin qui est minime, qui est proche de 0. La tendance, quand même, étant à chaque fois que c'est possible, de privilégier des prélèvements microbiopsiques pour avoir, en plus des cellules tumorales, un petit peu leur environnement. Avoir un petit peu les cellules qui sont autour, ça donne des informations qui peuvent être utiles dans la suite et pour le patient et pour la recherche. Donc oui, dans certains cas, pas pour tous. Et la tendance est plutôt vers la biopsie que la FNM. Et comment tu vois, avant de conclure ce webinaire, comment tu te vois biopsier les patients dans 15 ans? Tu auras des outils en plus, ce sera un robot qui le fera. Les deux remarques sont bonnes. J'espère qu'on n'aura plus à les biopsier. Oui, moi aussi. Vraiment, j'espère d'une part que les autres technologies auront fait de tels progrès. On a vu la biopsie liquide. On sait maintenant que l'imagerie, avec plein de progrès, nous permet de caractériser très précisément les tumeurs. J'espère qu'on en fera moins, voire pas du tout. D'ici là, et c'est ce que je disais déjà il y a 10 ans, donc d'ici là, effectivement, les outils s'améliorent et nos modalités d'imagerie sont de plus en plus précises. Nos systèmes de biopsie sont de plus en plus efficaces. C'est-à-dire, pour des toutes petites tailles de nodules, on arrive quand même à faire des prélèvements qui sont intéressants. Et effectivement, la robotisation arrive. Nous, on a un robot, on va en voir probablement un deuxième ou un troisième, et qu'on utilisera pour standardiser ces interventions, pour qu'elles soient plus rapides, plus efficaces, moins douloureuses, avec plus de sécurité pour les patients. Et en attendant les progrès des autres techniques non invasives, on essaiera de faire au mieux dans ce qu'on fait actuellement. Merci beaucoup, Ambrose. C'était une discussion passionnante. Gustave Roussy, c'est plus de 4000 patients qui participent à des essais thérapeutiques, c'est plus de 2000 biopsies liquides par an, 1000 biopsies tissulaires, et c'est un lien avec la recherche fondamentale extrêmement fort. C'est ce qui fait la force, et avant tout, c'est grâce à nos patients, et c'est eux qu'on veut remercier aujourd'hui. Eh bien, merci à tous. Ce webinaire touche à sa fin. Vous avez été très nombreux à vous connecter, et à rester connectés jusqu'à la fin. C'est dire la qualité des échanges que nous avons pu avoir. Et c'est vrai que cela aura démontré, je pense, le mieux possible que Gustave Roussy est en effet un acteur majeur de la recherche clinique, et que notre mission, c'est de déployer le plus vite possible les innovations thérapeutiques et les rendre accessibles à nos patients. Je voudrais juste saluer que c'est grâce à nos donateurs qu'on peut aussi mettre en place des dispositifs et des plateformes technologiques comme celles dont nous bénéficions à Gustave Roussy, et que sans la générosité, on ne pourrait pas aller aussi vite, et c'est vraiment important parce qu'on a tous très envie, effectivement, d'accélérer la recherche au bénéfice de nos patients. Vous pourrez accéder à ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube, et on mettra un lien dès que possible sur une actualité sur le site de Gustave Roussy. En tout cas, merci infiniment à tous nos intervenants et à toutes les personnes qui se sont connectées, et à celles qui verront ce webinaire en replay. Et on vous dit à l'année prochaine pour la 3e édition des coulisses de la recherche clinique. Merci à tous.